Un peu de Motley Crue pour commencer cette vidéo-là. Inspiré par ma fille qui, depuis qu'on en écoute à la maison, c'est un band que j'aime bien. Puis que dont le film Dirt m'a fait redécouvrir. Moi, j'écoutais ça quand j'étais ado, de plus en plus longtemps. Puis là, ben, ma fille et mon garçon aiment beaucoup, beaucoup la chanson Shout at the Devil. Puis en fin de semaine, on l'a écouté à quelques reprises à leur demande. Ça rend toujours le papa fier. Alors, j'ai décidé d'ouvrir cette vidéo aujourd'hui pour briser l'isolement avec du Motley Crue. Et ça fait en même temps la suggestion musicale pour ce vidéoclip et cinématographique, parce que si vous avez Netflix, le film The Dirt est produit par Netflix et sur Netflix, c'est l'histoire de Motley Crue. Puis vous allez avoir un bon moment. C'est un bon film. Alors aujourd'hui, j'avais dit, je pense que je vais faire une vidéo plus historique. J'en ai parlé à quelques-uns d'entre vous, puis ça vous tentait. Alors je voulais parler du début de la Première Guerre mondiale. On ne parlera pas de la Première Guerre mondiale, on peut juste partir du début. Comment cette folie meurtrière-là, qui va durer 4 ans, a commencé. Puis comment ceux qui l'ont commencé trouvaient que c'était intelligent de la commencer, que c'était une bonne chose, étant pas conscients dans quoi ils s'embarquaient. Parce que, rappelons-nous, quand tout le monde a commencé cette guerre-là, tout le monde pensait manger la dinde de Noël en famille, puis que la guerre serait bel et bien finie à Noël. En passant, excellent film que je recommande sur le premier Noël de la guerre qui s'appelle Joyeux Noël, où il y a eu la fraternisation de part et d'autre des tranchées ensemble. Ils ont fêté Noël ensemble, ils ont interrompu la guerre pour fêter Noël. Ce fut bref et ce fut l'unique fois de la guerre, le premier Noël. Bon, alors voilà, rapidement, rappelons les événements. Je suis pas mal certain que vous êtes familiers, mais je veux quand même les rappeler. Comment cette affaire-là commence dans les faits? Puis après ça, je veux qu'on regarde c'est quoi l'état d'esprit qui a fait que un petit événement a déclenché tout ça. Parce que l'événement déclencheur, c'est le 28 juin 1914, quand Gavrilo Princip assassine l'héritier du trône austro-hongrois, François Ferdinand, en plein Sarajevo. Alors, membre d'une organisation nationaliste serbe, assassine l'héritier au trône de l'Autriche-Hongrie, parce que, bon, c'est là tout de suite qu'on voit la problématique. Juste, quand on commence à expliquer les débuts de la Première Guerre mondiale, on s'enfarge tout de suite dans quelque chose. Parce que là, je vais expliquer juste un petit peu cet assassinat-là. Il n'est pas facile à dire, hein, cet assassinat-là. Voilà. Et je me prends le pied immédiatement en voulant dire pourquoi qu'un Serbe tuerait l'héritier du trône de l'Autriche-Hongrie. Alors, il y a je vous dis qu'il y a une Serbie indépendante, puis il y a une partie de la Serbie dans l'Autriche-Hongrie, puis ces nationalistes-là veulent récupérer cette Serbie-là, cette partie de la Serbie-là, qui est dans l'Autriche-Hongrie. Et évidemment, l'Autriche-Hongrie voudrait même plutôt absorber ce qui reste de Serbie à l'extérieur et grossir son empire. Et tout ça met en voile vert le russe, le tsar russe, la Russie, qui menace l'Autriche, mobilise ses troupes. L'Allemagne, qui est alliée de l'Autriche, dit à la Russie: ouais, ben, t'es un peu, toi là, nous autres, on va aller défendre notre chum, fait qu'on va mobiliser nous autres aussi. Mais, comme la Russie est chum avec la France, puis que l'Allemagne est poignée entre les deux, l'Allemagne, elle se dit: ouais, là, c'est parce que si je me tasse d'un bord, je me mets dans le trou de l'autre. Et là, sort son plan fétiche d'un début de guerre qui s'appelle le plan Schlieffen. En quelques mots, le plan Schlieffen dit: ben écoute, nous autres, on est poignés entre les deux. La seule façon qu'on a de sens, on ne peut pas tenir une guerre sur deux fronts, on va finir par plier quelque part. Fait que voici ce qu'on va faire. On sait que la Russie, est lent, c'est grand, c'est lent, ça va être long de mobiliser son armée, ses voies ferrées ne sont pas développées, c'est pas... alors, il faut profiter de ça pour attendre sur le front russe, gérer le cas français, les vaincre rapidement
se revirer de bord, aller se battre contre les Russes et évidemment triompher dans la gloire. Alors là, évidemment, la France, c'est pas une armée de tire-poids non plus, fait qu'ils se disent comment on peut faire ça pour les avoir. Rapidement, hein, le plan c'est rapidement, ils se donnaient 6 semaines à peu près. Alors ils se disent, on va passer par la Belgique neutre, on va violer sa neutralité, on va passer, c'est une plaine, c'est plat, on va passer, c'est une autoroute, on va rentrer dans le bacon de la France, elle nous aura jamais vu venir par là, elle nous attendra pas là, on va les prendre à revers, ça va être mou. Et voilà. Et c'est ce qu'ils font. Ils pèsent sur on, ils déclenchent. Là, regardons l'autre alliance, qui s'appelait la Triple Entente, qui inclut aussi la Grande-Bretagne. En passant, l'alliance avec l'Autriche-Hongrie incluait aussi l'Italie, mais comme disait mon père originaire du Lac-Saint-Jean, l'Italie va chier sur le Bacu, puis elle n'embarquera pas dans la guerre avant 1915, puis elle va embarquer du bord de la France, puis de la Grande-Bretagne. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Puis, je me donne un morceau de robot pour avoir utilisé l'expression chier sur le Bacu. Sauf que l'affaire qu'il faut comprendre dans l'alliance avec la Grande-Bretagne, c'est que c'est vraiment le fait que la Belgique a été violée a été comme le casus belli, ce qui a provoqué les Anglais à entrer en guerre. Puis en passant, l'occupation de l'Allemagne en Belgique n'a pas été propre du tout. Vraiment pas, là. Vous regarderez ce qui est arrivé à Louvain, puis ça donne froid dans le dos. C'est pas le sujet, donc j'en parlerai pas. Vous pouvez faire des recherches sur Internet aussi. C'est pour ça que je plug des petits sujets ça et là comme ça. Je sème. Voilà. Et puis, donc les Anglais, il faut comprendre la position britannique ici, là, qui reste sensiblement la même pendant des siècles. Ce qui redoute le plus les Britanniques, c'est que quelqu'un contrôle, qu'il y ait un pouvoir en Europe. Alors, diviser pour régner, ça avantage les Anglais, les Britanniques, sur le continent. Alors, ils jouent toujours comme ça, un peu aux cartes, là, en donnant les bonnes cartes. Là, le joueur de cartes, le brasseur de cartes, qui donne les as, qui triche là, au nom de la maison, puis qui donne les as aux bons joueurs. C'est pour ça que 100 ans auparavant, il était contre Napoléon. Et là, ils vont s'opposer à l'hégémonie allemande en Europe, parce que le pouvoir menaçant en Europe à l'époque, c'est l'Allemagne. Le pays le plus populeux, le pays le plus riche, la plus grande industrie, le plus grand pouvoir industriel européen. À ce moment-là, je pense qu'il y a juste les Américains qui les dépassent dans le monde. Puis c'est récent même, là, probablement. Donc c'est une puissance économique et politique très forte. Une armée très menaçante, très forte. Donc, les Britanniques ne vont pas prendre pour les Allemands, mais vont se mettre du côté des Français. Et cette violation de la neutralité belge leur donne un peu le motif ultime, puis aussi la crainte de voir les Français ne pas être capables de tenir le coup. Puis ça aurait probablement, à long terme, sans l'aide des Britanniques, ça n'aurait pas fonctionné pour les Français. Il faut quand même se dire que ça a pris 4 ans aux deux ensemble pour venir à bout, avec la Russie de l'autre côté, pour venir à bout de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Puis ici, entendons-nous que l'Autriche-Hongrie n'est pas nécessairement le plus grand des atouts pour les Allemands. Un autre sujet sur lequel je ne veux pas m'éterniser, parce que ça, je vais dévier. Alors voilà, et donc c'est ça le plan. Voilà. Je reprends le plan Schlieffen, on viole la neutralité belge, on rentre par le nord de la France, ils nous y attendent pas, on les bat en 6 semaines, ça nous laisse le temps de nous retourner puis d'aller accueillir l'armée russe qui finalement arriverait. Bon, évidemment, tout ça n'a pas fonctionné. Les principales raisons de l'échec sont les suivantes. Les Belges ont résisté, et bien, malgré tout, et ont retardé l'entrée des Allemands en France. Les Français ont bien pivoté pour venir se placer où il fallait. Évidemment, aidés par le délai donné que le ralentissement que les Belges ont fourni. C'est là la fameuse bataille de la Marne, la fameuse bataille des taxis, où les Français ont utilisé les taxis de Paris pour amener
amener des troupes au front le plus rapidement possible. En passant tout ça, vous le voyez, il y a un documentaire dans la série Apocalypse, si vous réussissez à mettre la main là-dessus. Ils l'ont fait pour la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont fait pour d'autres sujets aussi, là, mais c'est qu'ils reprennent des vieux rubans de l'époque, des vieux vidéos. Ils les retouchent, ils les travaillent, ils les remettent en couleur, c'est magnifique. Alors, la Première Guerre mondiale, les qualités sont moins bonnes, puis il y a plus de recyclage au cours des épisodes où on reprend les mêmes images, parce qu'il y en avait moins disponibles, évidemment. Alors, et l'autre raison aussi, puis celle-là, c'est selon moi la plus intéressante des raisons, les Russes ont été beaucoup plus rapides à se mobiliser. Et l'ironie de l'histoire, ces chemins de fer-là, et là je vais m'avancer peut-être un peu trop loin, là, mais je tiens à la raconter. Les chemins de fer russes étaient plus développés que les Allemands l'avaient estimé. C'est ce qui leur a permis d'amener du monde plus vite à la bonne place, puis à pénétrer en Allemagne. Ils ont même réussi à rentrer puis à gagner. T'sais. Et c'est ce qui a c'est ce qui a forcé les Allemands à prendre des troupes puis à les paracheter de l'autre côté. Enlever les troupes du front français puis tout de suite commencer à mobiliser de l'autre côté. Ce qui a aussi, évidemment, permis aux Français de freiner l'avance des Allemands, excusez-moi, je cherchais mes mots. Et l'ironie de ça, c'est ça que je veux vous parler, c'est que ces chemins de fer-là, cette construction de chemin de fer-là a été financée par des prêts français. Puis quand il va y avoir la révolution russe, la révolution où l'Union soviétique va naître, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec les bolcheviks et Lénine, l'Union soviétique, quand elle va naître, elle va dire, nous autres, nos dettes étrangères, là, on s'en fout, on les renie, puis on les paiera pas. Fait étouffez-vous avec votre cash, vous ne le reverrez pas. Puis ça, évidemment, les Français, ça les a mis en joie le vert, tu sais. Puis ça a été très long avant qu'ils arrêtent de chialer là-dessus. Puis quelqu'un leur dira un jour, ouais, mais avez-vous pensé que ce cash-là, dans le fond, c'est ce qui vous a permis de ne pas sombrer contre l'Allemagne, tu sais? Parce que c'est ce cash-là qui a financé le chemin de fer, et là, ce que je viens de vous expliquer. Alors, l'ironie, tu sais, des fois, parfois, de l'histoire fait les choses de façon étrange, et ici, on voit un cas où les Français auraient peut-être juste dû arrêter de chialer, puis dire, ouais, finalement, ça a peut-être fait notre affaire, fait que... Bon, on a eu l'amortissement, puis les intérêts, puis tout, là, on s'est graissé assez, c'est correct. Alors, voilà, maintenant, alors c'est comme ça que les choses se déclenchent, OK? Ça, et là, les tranchées s'installent, puis on reste là pendant 4 ans, à l'est comme à l'ouest. Il y a des mouvements un petit peu, ça avance, ça recule. Les Allemands avancent sur le front russe, tranquillement, mais pas beaucoup. Et du côté de la France, là, ça partait de la Suisse, allez-vous-en jusqu'à la mer, jusqu'au la Manche, là, puis un petit peu plus au nord que la Manche, là, puis ça dans les Flandres, en fait, en Belgique. Là où, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de batailles du côté canadien. Puis ça bouge pas, là, ça avance, ça recule, là, mais essentiellement, le front reste fixe pendant 4 ans. Jusqu'à temps que l'Allemagne, elle tape à terre, tu sais. Elle donne 2 tapes. Excusez-moi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on en arrive à ça? T'sais? Alors, Gravillo assassine l'héritier, et puis là, les dominos se mettent à tomber. Bon, il faut voir ici qu'il y a 3 états d'esprit. L'époque, l'esprit de l'époque, l'état d'esprit généralisé est très nationaliste, ok? Le nationalisme se manifeste de façon très différente à plusieurs endroits. Il est très profond, très marqué un peu partout. Alors, il y a des endroits, bon, comme en France, bon, c'est la République, c'est la Troisième République. Alors, c'est un nationalisme très politique, hein, les institutions de la République, etc., la culture française. Chez les Allemands, le nationalisme allemand est toujours un peu plus... L'identité nationale allemande est beaucoup plus culturelle que politique, toujours. Parce que bon, l'Allemagne n'a pas été unifiée avant 1871, et il y avait du nationalisme allemand avant 1871. Et donc, le nationalisme a pris racine dans d'autres choses que des institutions politiques.
Alors, il est beaucoup plus culturel chez les Allemands, mais il est présent aussi. Alors, la fierté nationale, l'identité nationale, c'est très important. Les symboles nationaux sont très importants et partout, c'est comme ça. Les Autrichiens, c'est la même chose. Les Russes, c'est la même chose. Et là, on tombe dans le nœud du problème. Il y a des pays en Europe que vous voyez aujourd'hui sur une carte qui ne sont pas là à cette époque. Hein? La Pologne, elle n'existe pas. La Tchécoslovaquie n'existe pas. La République tchèque, la Slovaquie aujourd'hui, puis la Tchécoslovaquie non plus. La Hongrie n'existe pas. Elle existe sous la forme de l'empire bicéphale qui est devenu l'Autriche-Hongrie à partir de, si je ne me trompe pas, là, 1867. Allez vérifier cette date-là là, parce que je la sors on the top of my head. Là, puis mais c'est dans ces eaux-là. Là, c'est peut-être pas exactement cette année-là. La Serbie est un pays, mais il y a un bout de la Serbie qui est aussi à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. Alors, l'Autriche-Hongrie et la Russie et l'Allemagne aussi sont des empires multinationaux, où plusieurs langues sont parlées, où plusieurs ethnies vivent en état de minorité et qui, eux, sont aussi nationalistes et veulent sortir, veulent avoir leur pays. Alors ça, c'est une force qui existe à l'époque. Et c'est la force qui va être principalement en jeu au moment de l'assassinat. Hein, il y a l'assassinat à cause de ce mouvement-là, et ce mouvement-là a un sens à cause. Et cet assassinat-là a un sens à cause de cet état d'esprit-là. Mais aussi, il y a quelque chose de politique ici qui est à considérer avec l'Allemagne, la Russie, puis l'Autriche-Hongrie. Ce ne sont pas des démocraties. Hein? Comme au même titre que l'est la France ou la Grande-Bretagne, ou même ici au Canada, ou aux États-Unis. Alors, il y a des assemblées dans ces pays-là, aussi ridicules que ça puisse paraître, mais c'est des assemblées sans pouvoir. Pourquoi? Parce que les monarques et leur bras droit, là, en Allemagne c'est un chancelier, puis en Russie il y en a pas, parce que le tsar a tous les pouvoirs. Hein, même si vous vouliez changer de nom en Russie, il fallait que vous le demandiez au tsar. C'est à ce point. Le Parlement, le gouvernement, ceux qui prennent les décisions ne sont pas responsables devant l'Assemblée. Ils font ce qu'ils veulent. L'Assemblée peut japper tant qu'elle veut. Ça ne changera rien. Ils n'ont pas de pouvoir. Le gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée. C'est ce qui est le cas, par exemple, ici. Là, hein? Quand le premier ministre, là en ce moment, c'est un petit peu moins le cas, là, mais le premier ministre doit rendre compte, et son gouvernement doit rendre des comptes au Parlement, puis peut se faire dire par le Parlement, battez plus notre premier ministre, on vote notre non-confiance, puis on retourne en élection. Ce qui va éventuellement probablement arriver dans le cas du Parlement minoritaire de M. Trudeau. Alors il y a tout cet état d'esprit-là où justement le nationalisme, et là c'est une thèse que j'emprunte à Hans Ulrich Fehler, qui est un historien allemand, qui est l'idée de quand les gens regardent, comme ils disent en anglais, slide a hand, ok? Regarde ici pendant qu'il se passe quelque chose là-bas, là, contente-toi sur ton nationalisme, là, puis oublie le fait que tes institutions ne sont pas démocratiques. Concentre-toi là. Regarde là-bas. Il y a quelque chose d'important là-bas. C'est un peu ça l'idée. Et c'est ce qui nourrit tout ça. Et c'est ce qui nourrit en même temps l'expansionnisme russe, allemand, autrichien et leur esprit militariste. Ces institutions-là deviennent comme des hommes de paille, si vous voulez. Là, j'ai vraiment l'épouvantail dans le champ. Là, et là, je viens d'avoir l'image de celui du magicien là, le vieux film. Là. Alors, et c'est cet état d'esprit-là qui est un peu au cœur de ce qui se passe avec cet assassinat-là, puis cette volonté d'aller en guerre, ce désir-là, cet élan vers la guerre. Hein? Et aussi, le militarisme ici joue un rôle très important, parce que le militarisme, l'armée est très importante. Puis on croit en son invincibilité. Là. C'est pour ça que tout le monde pense que ça va être fini avant Les Allemands, l'état-major allemand, il croit au plancher de film. Il pense que ça se peut. Péter la gueule à la France, 6 semaines sur virer de bord, puis aller battre les Russes. Alors c'est un symbole très fort et d'invulnérabilité. Puis pour les Allemands, en plus, l'histoire récente leur donne raison. Là, quand ils ont fait la guerre contre la France en 1870-1871, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long qu'après à Sedan, ils leur ont pété la fiole, puis après ça, le deuxième empire de Napoléon III
autre sujet, s'est effondré, et puis bon, il y a eu la Troisième République, etc. Alors, on est dans cette mouvance-là. Mais là, tout n'est pas mis sur le compte d'institutions qui sont arriérées, là, parce que les Français sont aussi nationalistes, sont aussi militaristes, sont aussi expansionnistes. Mais c'est d'autres forces qui agissent ici. Et oui, quand il va y avoir la paix de Versailles, on va dire que c'est de la faute des Allemands. Puis c'est une erreur historique claire, parce que bon, nous, on connaît la suite des événements. Puis et d'ailleurs, l'économiste britannique, lui, par exemple, John Maynard Keynes, va claquer la porte des pourparlers. Clac! Parce qu'il va dire ça n'a pas de bon sens ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de maganiser un long de guerre, et l'histoire lui donnera raison. Mais voilà, les Français ont aussi cet esprit-là qui les habite. Ils sont revanchards. Ils sont très revanchards, les Français. Ils ont perdu une partie de territoire dans la guerre contre la Prusse, la guerre de 1870-1871. Ils ont perdu l'Alsace-Lorraine. Ils sont tellement revanchards que dans les cours, dans les classes primaires, la map de la France qu'ils mettent pour montrer la géographie aux jeunes Français, ben, l'Alsace-Lorraine est noircie. Elle est noire, elle est là, mais elle est noire, on la veut, c'est à nous ça. Puis l'armée, ben, c'est le symbole national, c'est le symbole de fierté. Ici, je rentre encore dans d'autres choses. Je vais parler de l'affaire Dreyfus, 2 minutes. L'affaire Dreyfus, rapidement, on se rend compte que un billet a passé du côté des Allemands, puis il donnait de l'information militaire sur l'armée française. On accuse le capitaine Alfred Dreyfus d'avoir trahi l'armée. Puis, et là, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe en France. Parce que là, il y a un militaire qui a trahi l'armée. Et en plus, il y a un dédoublement ici parce que Dreyfus était juif. Alors là, il y a l'antisémitisme qui se manifeste aussi dans cette histoire-là. Alors là, un juif qui salit l'armée, et bon, voilà. Alors il y a une grosse affaire qui explose autour de ça, puis qui va mélanger cet esprit militariste, ce nationalisme, puis l'antisémitisme français. Bon, là, je mets de côté, je dois juste parler de ce cas-là pour montrer que l'importance de l'armée, puis aussi l'expansionnisme international. Les Britanniques ont le même problème. Eux, puis les Britanniques, ce qui a toujours été très, très important, bon, comme vous le savez, la Grande-Bretagne, ben, c'est une archipel. Alors eux, c'est une chance qu'ils ont géographique, mais qu'ils l'utilisent en ayant une bonne marine. Et puis quand l'Allemagne a voulu développer une marine, après le départ, à partir des années 1890, l'Allemagne change de ton puis devient plus agressive sur le plan des colonies puis de son armée. Autre sujet que je n'aborderai pas dans le détail parce que je ne veux pas faire une vidéo qui est trop long. Mais les Britanniques n'aiment pas ça parce qu'eux autres, ils veulent que leur marine soit beaucoup plus grosse que la somme des autres marines. Puis quand l'industrie allemande elle se met à mettre la machine à on, là, ben, il commence à en produire des cuirassés, puis des destroyers, puis tout ça. Alors, excusez-moi, donc, ça les menace. Alors, vous voyez l'état d'esprit qui règne dans toutes les officines, dans tous les bureaux, dans toutes les chancelleries d'Europe, où on sent un péril. Il y a un péril partout. La nation est en danger, notre armée va nous sauver, faut l'utiliser, elle est très puissante. Notre pouvoir est en péril du côté des Russes qui voient des Polonais manifester, qui voient également des ouvriers. Je n'ai pas abordé cet aspect-là de la question, mais il faut aussi parler de la question ouvrière. Les pouvoirs ont des pressions. La classe ouvrière commence à plus en plus s'organiser avec des syndicats, mais aussi avec des partis politiques. Si vous regardez, la composition est impotente, l'Assemblée en Allemagne. Là. Elle n'a pas de pouvoir. Mais elle dit quand même quelque chose sur ce que pensent les gens. Puis ce que pensaient les gens en 1912, c'est que le plus grand nombre de sièges est allé au SPD, le Parti social-démocrate, si vous voulez, le NPD allemand, qui existe encore aujourd'hui en passant. Qui a eu des chanceliers, dont le dernier chancelier du SPD était Gerhard Schröder.
Puis ça fait un bout que maintenant, les conservateurs sont au pouvoir en Allemagne avec Merkel. Mais avant elle, c'était un membre du SPD avec Gerhard Schröder. Et en 1912, ben, le SPD, c'est le parti qui a le plus de sièges au Parlement allemand. Alors ça montre que, et les ouvriers, eux autres, là, le pouvoir absolu de l'empereur puis du chancelier, là, ils sont pas favorables à ça, donc c'est dangereux. Et alors il y a cette question-là aussi et celle-ci concerne tout le monde, tous les pays de façon égale à des variations différentes. Le mouvement ouvrier menace tout le monde partout. Alors on revient encore regarde ici, là, regarde là, pendant qu'il se passe quelque chose ici, t'sais. On préfère avoir des gens qui militent pour la fierté nationale puis et tout ça, plutôt que des gens qui militent pour leur droit ouvrier. Hein? Et d'ailleurs, il va y avoir des communautés nationales. Les communautés nationales vont se resserrer les coudes. Dès que la guerre va commencer, là, le SPD va voter du bord des crédits de guerre puis tout ça. Le vote n'est pas important, mais il va le faire quand même. Il va serrer les coudes au nom de la nation. Alors, quelque part, le pari a fonctionné, mais a précipité les régimes totalitaires, finalement, vont tous s'effondrer suite à ça. C'est ce qui est paradoxal. Ils se sont lancés. C'est leur survie qui les a poussés dans cette guerre-là. Et c'est cette guerre-là qui va finalement causer leur perte. J'arrête là-dessus parce que la vidéo commence à être longue. Je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que je sais que vous êtes occupés. Puis évidemment, vous pouvez faire pause dans le milieu, là, puis le reprendre, c'est bien évident. Là. Mais ça reste pour le fun qu'on fait ça. Là. Alors, j'espère avoir réussi à vous faire saisir un peu rapidement. J'ai pas beaucoup de temps. C'était quoi l'esprit du temps, l'esprit de l'époque? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce maudit jeu de domino, premièrement, était en place, puis deuxièmement, ça... Hein? Quelque chose se passait à Sarajevo, là, puis 2 mois après, là, 1 mois et demi après, là, ben ça, on se pétait la gueule partout, hein, partout, à l'est et à l'ouest. Alors, tout le monde était en guerre. Alors, voilà. Alors, je vous laisse sur la suite de Charlotte Bevel de Motley Crue. Oups, je dois replacer. J'ai un système là, qui n'est pas super quand même. Je suis pas super bon avec la technologie, moi là. Salut tout le monde, faites attention à vous autres.